Merci beaucoup, Camille et Inès, pour votre exposé. Euh, alors, n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions, à donc indiquer dans le chat si vous en avez. Moi, je vais peut-être juste commencer par les questions que suscite votre exposé. Alors, juste pour replacer du coup votre intervention dans le cadre de la réflexion qui est la nôtre sur cette question de la capacité. Euh, donc vous partez en fait, de cette loi du 23 mars 2019 qui étend le droit de vote à tous les majeurs sous tutelle, et vous voyez cette loi comme le signe finalement d'une évolution juridique dont toute la question est de savoir comment il s'agit de l'interpréter. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que finalement, vous dites, voilà, donc il y a clairement l'inscription de cette évolution s'inscrit clairement dans un mouvement qui prend en compte la Convention des droits de l'homme pour les personnes handicapées. Et on le voit justement dans cette déliaison entre le droit de vote et la condition de capacité. Mais, et c'est ça que je trouve assez intéressant et que je trouve assez novateur dans cette approche, vous dites finalement, cette évolution, peut-être faudrait-il distinguer finalement deux types de mouvements en son sein, c'est-à-dire dans l'interprétation qui est faite de la Convention des droits de l'homme pour les personnes handicapées, le mouvement d'universalisation de l'égalité, et enfin, l'abandon de la condition de capacité est souvent lu comme finalement euh, s'inscrivant dans un mouvement d'égalisation, d'universalisation de l'égalité qui a atteint les différentes catégories de classe sociale, femmes, race, etc. Et donc l'abandon de la capacité naturelle ferait partie de ce mouvement. Et vous dites non, en fait. Il faut bien distinguer entre un mouvement d'universalisation de l'égalité qui n'a jamais présupposé l'abandon d'une capacité quelconque, mais simplement du préjugé selon lequel les catégories de question, femmes, pauvres, etc., seraient dénuées d'une volonté indépendante, d'un côté. Et puis de l'autre côté, en fait, cet abandon de la capacité qui pose une question nouvelle. Et ça, j'ai trouvé ça très, très, très fort dans votre propos comme interprétation, à savoir finalement l'interprétation qui est faite de l'inscription par la Convention des droits de l'homme des personnes handicapées de cet accès à l'égalité dans ce mouvement. Vous êtes assez critique, vous dites il y a deux choses. La question de l'universalisation de l'égalité pour toutes les personnes disposant d'une volonté indépendante, et puis la question en fait de cette condition de l'indépendance de la volonté qui, elle, semble être remise en cause, et c'est là que vous engagez une confrontation très critique, puisque vous dites est-ce qu'il y a un sens finalement à abolir cette condition dans le cadre du droit de vote, droit de vote qui peut-être ne doit pas être lu finalement comme un droit de l'homme, mais bien comme un droit spécifique, non pas comme un droit social, mais bien comme un droit politique. Et dans ce cas-là, en fait, toute la question, c'est voilà, quelles sont les conditions nécessaires à l'exercice de cette participation politique. Et ici, vous défendez la thèse selon laquelle la capacité naturelle à choisir en pleine conscience, la volonté indépendante, justement, ne devrait pas être abolie. Et donc, j'ai trouvé que ce raisonnement que vous faites est très, très intéressant, et cette distinction très intéressante. Alors, moi, personnellement, j'aurais une question sur ce rapprochement, parce que du coup, je me suis posé des questions sur ce rapprochement entre incapable et indigne que vous faites, mais à la suite, du coup, en fait, de cette jurisprudence que vous citez. Et j'aurais voulu que peut-être vous reveniez là-dessus, c'est-à-dire finalement, pourquoi ces deux catégories sont-elles si évidemment rapprochées, en fait? Ça serait ma première question. Je vous réponds tout de suite ou... Oui, Oui, d'accord. oui, si ça ne vous Alors, dérange pas. ça, c'est extrêmement
extrêmement frappant hein, quand on lit donc, ce qu'on appelle la doctrine constitutionnaliste classique du début du XXe siècle. C'est un peu les très grands auteurs qui ont donné leur nom aux facultés de droit, etc. Et ils interprètent la Révolution, c'est la période quand même fondatrice en droit constitutionnel, on s'interroge notamment sur ce que signifie le principe de souveraineté nationale et qui donc ça inclut. Et puis, il y a la fin de la phrase, à l'exception, bien entendu, des indignes et des incapables. Et donc, enfin, la question, ce que je disais, il n'y a aucun étayage théorique sur l'incapacité électorale au sens là, que ce soit l'incapacité de voter des indignes ou des personnes dont les facultés sont altérées, pour ces deux catégories spécifiquement, alors qu'il y a eu une discussion sur les femmes, sur l'argent, l'établissement d'un centre, d'un impôt électoral, etc. Sur ces deux-là, il y a eu comme une véritable évidence. Et si vous lisez la doctrine constitutionnaliste dans les années 2000, alors sur les condamnés, ça va être étranger, mais sur les personnes sous tutelle, enfin, ça reste, le constat reste le même. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais j'avais dans mes notes une remarque de Jean-Marie Danquin, qui est un professeur très reconnu à l'Université Paris-Nanterre, dans son manuel de droit constitutionnel en 1996, dit « Cette idée qui prévaut depuis longtemps, l'individu auquel on a retiré le droit de gérer ses propres affaires ne saurait conserver celui de participer à la gestion des affaires publiques, n'appelle pas de critique particulière. » Donc moi aussi, je me suis intéressée à ces deux figures de l'exclus, et justement, il n'y a aucune littérature là-dessus. Ça incarne vraiment les deux fondements qu'on avait placés à la citoyenneté, à savoir la dignité morale et la capacité, dans son sens le plus profond. Et donc, oui, le rapprochement naît déjà, en fait, dans la doctrine, de l'absence de doctrine sur eux. D'accord. Est-ce que… Et du coup, ouais. Non, vas-y, Clotilde, vas-y. Non, si tu veux intervenir, vas-y. C'est pour prolonger cette première question et ce premier commentaire. Et est-ce que ce lien entre dignité et capacité n'est pas justement parallèle à votre argument entre égalité civile d'un côté et autonomie contre des influences de l'autre, qui seraient deux arguments différents, comme la doctrine constitutionnaliste oppose dignité et capacité. Or, je me demande s'il n'y a pas un lieu de, je ne sais pas comment le qualifier, en tout cas de théorie politique, où cette distinction-là n'est pas faite. Hein, peut-être et du côté de Locke et du côté de Kant, peut-être, il y a bien l'idée que l'égalité en raison fonde l'émancipation ou fonde l'autonomie de la volonté. Alors, je le dis de manière très profane, mais il y a bien un moment où cette distinction se crée, et il me semble que l'origine de cette distinction est effectivement assez importante dans votre réflexion, et de très, très passionnante. Hein. Et ça me fait conduire à une question aussi un peu de fait, une première question de fait, sur tout ce que vous dites de très, très intéressant sur l'évidence du passage entre l'égalité civile et l'égalité politique, justement au moment révolutionnaire, quoi, qui est bien repris par Rosan Vallon dans votre texte. Vous dites qu'il y a une évidence là-dessus que, en fait,
il faudrait reprendre au niveau politique ce qui vient du droit civil. Or, je trouve là aussi qu'il y a quelque chose d'assez surprenant parce que précisément le geste politique révolutionnaire des droits de l'homme 1789 est en rupture avec le droit civil voilà, antérieur. Donc, c'est pour avoir votre regard là-dessus, sur cette naturalisation de ce passage du civil au politique qui me semble très contre-intuitive. Alors, lorsque vous avez posé votre question, enfin, j'ai un autre élément de réponse à Clotilde qui m'est venu à l'esprit sur le rapprochement entre les indignes et les incapables. Et là, je ferai une comparaison, j'ai écrit un article dessus avec le droit américain. Pour la question des criminels privés de leurs droits politiques, une des interrogations qui s'est posée aux juges, c'est quelle est la finalité de cette mesure? Est-ce qu'on vise à punir, à châtier le délinquant? Donc, c'est une mesure qui concerne l'individu tourné vers le passé. Ou bien, est-ce que c'est une espèce de mesure de sûreté? Est-ce qu'on vise à protéger le corps électoral, à garantir la pureté des urnes, comme on dit aux États-Unis? Et cette question des justifications est extrêmement importante parce que le régime juridique est différent. Si on dit que la finalité, c'est punir, on va devoir appliquer les principes phare du droit pénal, principe de l'égalité, principe notamment de non-rétroactivité, interdiction des châtiments cruels ou usuels, alors que toutes ces garanties, elles sautent si la finalité, c'est une mesure de sûreté. Et donc, ça a été un débat. Aujourd'hui, en France, c'est nouveau, hein, depuis les années 2000, le Conseil constitutionnel dit que toutes les privations des droits politiques qui ne résultent pas de l'état mental sont des punitions. Donc maintenant, on dit ces punitions, donc on n'a plus le droit à la privation automatique, etc. Aux États-Unis, on dit que c'est une mesure qui vise à protéger le corps politique. Et là, c'est très intéressant. En fait, on dit on a une incapacité. On dit que la nature de la privation est exactement la même que pour les incapables. Dans un cas, on a une incapacité intellectuelle et dans un autre, une incapacité morale. On dit, on les prive pas parce qu'ils seraient mauvais, parce qu'on veut pas d'eux, on les prive tout simplement parce que moralement, ils n'ont pas la capacité à identifier le bien commun, etc. Et donc, sur la base de cette justification, on dit on leur applique rétroactivement, etc. parce que c'est pas du tout une punition. C'est une mesure exactement comme pour les incapables. Donc, oui, ça me revient à l'esprit. En fait, cette comparaison est aussi utilisée par les juges pour déterminer le régime applicable. Ensuite, sur le rapport entre égalité civile et égalité politique, c'est très intéressant. Alors, lui, Pierre Rosanvallon insiste beaucoup. Hein, il dit que les personnes du contrat, on doit avoir sa relecture, en tout cas, les membres du contrat social sont les mêmes que les sujets des contrats de droit privé. Donc, vraiment, il parle que le droit de vote, c'est une prolongation sur le terrain politique des droits civils, en fait. Et si on prend l'exemple de la femme, au départ, on peut avoir l'impression qu'il a raison, que la femme, alors, n'était pas incapable à proprement parler, mais la femme mariée placée sous la dépendance de son épouse avait une capacité juridique qui était diminuée. Et pour un certain nombre d'auteurs, cette inégalité civile de la femme empêche l'égalité politique. Par exemple, George Sand, quand on lui avait demandé d'être candidate aux élections à l'Assemblée constituante en 1848, elle dit que ce n'est pas possible tant que la femme est placée dans une telle situation de dépendance de son mari que traduit cette infériorité civile, parce que son vote va redoubler celui de son époux, etc. Donc, l'égalité politique, elle dit très clairement, l'expression, je travaillais hier dessus, le fameux affranchissement de la femme doit d'abord passer par la plénitude des droits civils. Donc, on a l'impression que là, on a clairement,
on fonde l'un sur l'autre. Et en fait, c'est pas exact. Autant en droit romain, la femme, elle était exactement sur le même plan que l'incubaire. Enfin, elle était vraiment dans une pas de minorité juridique. Et en droit romain, la femme, elle était incapable à raison de son sexe. Hein. Alors qu'en droit français, l'inégalité civile, elle résulte du mariage, pas du sexe. Les femmes veuves ou qui ne sont pas mariées ont leurs droits civils. Donc là, en fait, moi, je critique un peu la lecture de Rosan Vallon qui fait vraiment du droit politique une pure continuité du droit civil. C'est que si on prend la femme, sa capacité juridique est fondée sur son mariage et sa capacité politique est fondée sur son sexe. On exclut la femme, qu'elle soit mariée ou non, qu'elle ait les droits civils ou non. Et donc, pour moi, l'incapable, entre guillemets, c'est le seul exemple où on se soit fondé strictement sur un critère juridique de la capacité civile, par différence avec la femme où finalement c'est son sexe, c'est pas sa capacité civile qu'on prend en compte et les autres exclus. Et la seule raison, c'est la difficulté. Les débats d'ailleurs avec la naissance de l'aliénisme, de la psychiatrie sur c'est quoi la folie, la difficulté de l'observer. Donc oui, il y a clairement un lien entre égalité civile et égalité politique, mais c'est pas non plus, on peut pas en parler de pure prolongation. Et, la question des personnes dont les facultés cognitives sont altérées est à mettre à part. Chez eux, c'était la capacité électorale était fondée sur la capacité juridique, mais pas pour les autres. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu. Si, tout à fait. J'ai envie de continuer, mais je ne sais pas si vous m'autorisez, Fabrice et Clotilde. Vas-y, et puis il y a Paul qui a demandé la parole aussi. Sur, quand même, de manière là encore assez profane, que le moment, vous avez bien insisté sur le fait qu'il y a l'homme et il y a le citoyen, et puis il y a ce droit de la personne, des personnes, qui vient du droit romain, qui est ancien, mais en fait qui vient prendre une signification tout à fait nouvelle, en tout cas aujourd'hui, et où l'émergence en droit constitutionnel est pas évidente pour moi. Donc, peut-être, quand est-ce que la personne entendue, on va dire, dans le sens kantien du terme et non pas romain, c'est-à-dire la personne dotée de dignité, quand est-ce qu'elle émerge? Ça rejoint la question précédente. Hein. Mon hypothèse étant quand même que l'opposition entre capacité et dignité rabat la capacité sur des questions cognitives, là où le concept de capacité chez les romanistes classiques, donc avant le moment kantien et même avant le moment, disons, 1789, est davantage moral, comme vous l'avez évoqué là dans une jurisprudence américaine, et se rabat pas encore sur une question cognitive de facultés personnelles. Alors, le problème, c'est que là, on utilise un seul mot, dignité, pour désigner des choses qui sont très différentes. Si vous lisez des textes sur la citoyenneté jusqu'à récemment, dans les années 2000, c'est ce que je disais avant mon intervention, la dignité, donc c'est uniquement la dignité morale. Quand il y a un digne, c'est celui dont le comportement est à la hauteur de ce que la fonction implique. Et cette dignité, en fait, elle emprunte un peu à ce qu'on appelait la dignitas en droit romain, où vraiment la citoyenneté, ça reste une fonction publique qui n'est pas accordée à tout le monde, qui peut être retirée, qui confère un honneur. Et d'ailleurs, les peines privatives des droits civiques, c'est des peines qui sont dites infamantes. Le but, c'est pas simplement de vous retirer un droit, c'est de l'honneur qui va avec ce droit. Et à partir, alors que quand vous parlez de dignité de la personne, ça c'est un concept qui est très nouveau, qui apparaît après. On peut parler dans un premier de la dignité au sens de dignitas, parce qu'une dignité institutionnelle.
elle n'est pas liée à la personne, elle n'est pas intrinsèque à la personne, c'est une dignité liée à sa fonction. Et puis, on a la dignité de la personne qui est une dignité, donc cette fois-ci individuelle, et qui apparaît au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui va venir se télescoper, en fait. Ces deux dignités qui n'ont rien à voir. Donc, c'est difficile, en fait, de comparer dignité et capacité. Au départ, c'est deux exigences différentes, dignité morale et capacité. Et aujourd'hui, la dignité individuelle de la personne font de la citoyenneté et fait sauter toutes les conditions, en fait, de moralité et de capacité. Et donc, on parle de dignités qui sont vraiment très différentes. Ouais. Je reste quand même un peu… quand vous vous basez sur le moment kantien pour faire ressortir l'autonomie de la volonté, il me semble quand même que l'autre pendant de la réflexion kantienne, c'est bien de penser la dignité de la personne, qu'elle va être reprise en 1948, vous avez raison, mais alors que toute la pensée, comment dire, les civilistes, voire les constitutionnalistes du 19e n'ignorent pas Kant. Donc, pourquoi il ne reprendrait que la dignitas romaine et il ne serait pas un peu influencé par… il ne prendrait que la moitié de Kant dans le moment… disons les Duguit, le moment que vous avez évoqué, des premiers constitutionnalistes. Kant, hier je relisais un article de Catherine Colliot-Hélène moi je ne suis pas du tout spécialiste de Kant, mais qui montrait que lui-même, il y a des textes assez contradictoires où il dit que la citoyenneté, c'est l'égalité, la liberté et l'indépendance. Sauf que les trois vont ensemble. Et donc, il a un problème pour dire, d'un côté, il y en a, ils sont pas indépendants, mais ils sont quand même libres. Donc, même quand on parle de Kant, les choses ne sont pas aussi claires que ça quand on parle de la personne et du citoyen. Lui-même dit, d'un côté, on ne peut pas dissocier l'indépendance, liberté, égalité, puis d'un autre côté, dans les faits, c'est ce qui se passe. Donc, je ne connais pas suffisamment les textes kantiens, mais il me semble que Kant lui-même n'est pas très clair d'un texte à un autre sur les éléments constitutifs de la citoyenneté, et notamment donc, égalité civile, liberté et indépendance. Merci. J'aurais évidemment d'autres questions, mais on fait tourner. Donc, Paul, si tu veux continuer. Oui, merci Camille Hennès pour cet exposé vraiment passionnant. Oui, merci. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je trouve qu'effectivement, il y a une confusion qui peut parfois être entretenue ou survenir avec l'emploi de ce concept de dignité. Et on sent bien qu'en fait, il y a des choses radicalement opposées dans ces sens-là, puisque il y a quand même une conception de la dignité qu'on devrait mettre peut-être au pluriel d'ailleurs, les dignités au sens des honneurs, comme vous l'avez dit, qui est une conception très aristocratique, on pourrait dire. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas égal en dignité, justement, parce que la distribution des honneurs se fait proportionnellement justement aux dignités de chacun. Et c'est en ce sens-là qu'un comportement peut être indigne. Et je pense qu'il faut distinguer, est-ce qu'on parle de l'indignité d'un comportement ou d'une personne? Et c'est bien là où se situe, à mon avis, la distinction et le hiatus. Et donc, on a presque une dignité qui, au contraire, est un instrument qui vient fonder une inégalité, une distinction, une discrimination, alors qu'au contraire, quand on parle de la dignité de la personne, on est en train de parler de quelque chose d'universel et qui, au contraire, est censé fonder une non-discrimination. Donc, il y a vraiment quelque chose de radicalement opposé et on voit bien qu'il y a cette conception posturale de la dignité versus cette conception ontologique de la dignité qui, d'ailleurs, peut être elle-même assise sur différents critères. Bon, et donc, ça, je trouve effectivement, je trouve c'est important de le clarifier. Alors, moi, j'avais quelques questions, parce que comme vous, je suis juriste, et j'avais quelques questions. Alors, une première question qui est sur un point un petit peu technique. Est-ce que, pour être sûr d'avoir bien compris, vous pouvez juste me repréciser quelle distinction, justement, sur cette proposition d'Anne Caron-Déglise d'inscrire le vote comme faisant partie de la catégorie des actes strictement personnels de 458 du Code civil,
des actes impliquant un consentement ou une décision strictement personnelle, pour reprendre la lettre du texte, eh bien, comment vous faites la distinction? Parce que, enfin, il me semble que effectivement, il peut y avoir une forme de rapprochement sur certains points. D'abord en précisant, je me souviens plus si vous l'avez dit dans votre exposé, mais qu'une des spécificités quand même du vote et de la réforme de 2019, du 23 mars 2019, c'est qu'il s'agit quand même de rétablir ou de mettre fin à une incapacité de jouissance, pas seulement d'exercice. Oui. Voilà. Donc ça, c'est quand même une spécificité. C'est que il ne s'agissait pas seulement de venir dire la personne désormais peut faire seule ce qui auparavant était fait par un représentant, ou soustraire à la représentation ou à l'assistance quelque chose qui auparavant y était soumis, faisait partie de ce qui est justement susceptible faire l'objet de représentation d'assistance. Il s'agit de rétablir le droit tout court de la personne effectivement à voter. Donc c'était une privation, enfin c'était une incapacité de jouissance. Donc ça c'est une des spécificités. Mais du coup, le rapprochement, je trouve, avec 458, c'est qu'effectivement, ce droit de jouissance, cette jouissance du vote rétablie, ce droit reconnu finalement, hein, voilà, on voit bien qu'il y aurait quelque chose presque d'absurde, enfin en tout cas, il ne peut pas être exercé par un autre. Il est insusceptible d'assistance ou de représentation par ailleurs. Bon. Et c'est en ce sens qu'il y a quand même si vous voulez, un rapprochement avec 458. Oui, je suis complètement d'accord sur ça. En ce sens, oui. Je suis complètement d'accord sur ça. Là, enfin, les limites, c'est que les actes strictement personnels restent quand même liés donc, à une condition de capacité, ce qui n'aurait pas du tout été le cas naturel, en fait, ce qui n'est pas du tout pour le cas donc, pour le droit de vote. Et donc, c'était les limites de ce rapprochement. L'intérêt aussi de l'inscription dans le rapport de Anne Caron-Déglise du droit de vote de l'article 458, c'est que du coup, le juge n'aurait plus eu à se prononcer sur ce droit. Et en fait, donc l'abrogation de l'article L5, je reprends le rapport, en aurait été une suite logique, en fait. Mais donc, finalement, en fait, on n'a pas suivi cette proposition, mais on a rappelé on a insisté, je ne sais plus quel article c'est, que le droit de vote est un droit strictement personnel qui ne peut pas être exercé par un représentant ni donné lieu à assistance. Mais donc, ça me semble mieux de l'avoir mis dans le code électoral plutôt que de l'avoir mis dans le code civil. Mais à mon sens, si vous voulez, là où je suis d'accord avec vous, c'est que dans 458, il peut y avoir des limites naturelles, mais c'est vrai pour le vote aussi. C'est-à-dire que, à mon sens, ce n'est pas tant une condition de droit, la question de la capacité naturelle, qu'une condition de fait. C'est-à-dire que c'est insusceptible de représentation et d'assistance. Par exemple, si la personne ne pourra, aucun représentant légal ne pourra consentir à l'adoption d'un enfant à la place de la personne protégée, par exemple. Mais justement, c'est le revers de ce 458 et des actes strictement personnels. Et c'est le revers assez redoutable. C'est que si la personne, de fait, de facto, ne peut pas agir, ne peut pas décider, eh bien, personne ne pourra le faire à sa place. Voilà. Et c'est parfois la critique qui est adressée à 458, c'est que ça promeut effectivement une forme d'autonomie, ça balaye le système de l'assistance et de la représentation pour cette sphère d'actes, mais en revers, personne ne pourra agir à la place, au nom de la personne, au nom et pour le compte de la personne, etc. Mais au fond, c'est vrai pour le vote aussi. Je ne suis pas sûr qu'un Vincent Lambert soit en capacité de voter, ait été en capacité de voter. Donc, il y a bien la limite naturelle, elle se rencontre aussi pour le vote. C'est pour ça que je n'étais pas sûr de comprendre ce que vous vouliez dire à propos de cette condition de capacité naturelle, à propos des actes strictement personnels. C'est-à-dire si vous votez alors que vous n'êtes pas capable de reconnaître vos enfants, etc., on ne va pas pouvoir
annuler l'acte, dire que le consentement n'était pas, enfin, votre vote, il vaudra exactement comme n'importe quel vote. C'est en ce sens-là. Et si vous voulez, je relisais un article de Jules Raoul Corbeil qui commentait le fait qu'on ait introduit la notion de dignité dans le Code civil, alors que, comme je l'ai dit, pour parler d'actes, finalement, qu'on peut limiter les actes strictement personnels. Et donc, qui critiquent ça, alors parce que la dignité, comme je l'ai dit, normalement, elle est inconditionnelle. Alors que là, finalement, ça reste conditionné. Alors que le droit de vote, c'est que je vous l'ai montré, par différence, toute condition saute. On se fiche de savoir dans quel état vous êtes au moment où vous votez. On ne pourra pas faire annuler on ne pourra jamais faire annuler parce que vous n'étiez pas consentant votre vote. Voilà. D'accord. Oui, c'est sur le critère de la question de volonté viciée ou pas viciée. Vous voulez voilà, dire que pour le droit de vote, ça ne se pose pas, alors que pour d'autres actes juridiques de droit civil, ça se pose. Voilà, au nom de la protection de la personne. Alors que dans le domaine politique, effectivement, l'argument, c'est de dire vous privez du droit de vote, ça ne sert pas à vous protéger, donc on vous l'accorde dans tous les cas. D'accord. J'ai une deuxième question, puis après je ne prends pas plus la parole. C'est un peu plus général. Je trouve que c'est très intéressant la mise en perspective que vous faites sur la comparaison des critères qui fondent les restrictions d'aptitude à agir, selon qu'on parle, alors dans l'histoire effectivement de la catégorie des femmes, la catégorie des détenus, la catégorie effectivement des majeurs protégés. Et vous montrez bien qu'effectivement, les critères qui sont mobilisés pour fonder, pour justifier ces restrictions de capacité, selon les catégories, ne sont pas forcément les mêmes. Et alors, je trouve, enfin, moi, il y a une catégorie qui m'intéresse particulièrement pour mettre en perspective, c'est la minorité. Enfin, c'est effectivement les mineurs, avec justement cette... d'autant plus qu'à propos des majeurs protégés, une formule qui revient souvent, c'est l'idée qu'ils ne veulent pas... L'enjeu, c'est de ne pas les infantiliser, justement. C'est de ne pas les infantiliser. Alors bon, enfants et mineurs, ce n'est pas tout à fait synonyme, mais quand même, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être assimilés à des mineurs. Alors, bon, premièrement, on peut relever que l'incapacité des mineurs n'est pas, et vous l'avez évoqué, enfin, l'incapacité des mineurs n'est pas de même nature que l'incapacité des majeurs protégés, puisque l'incapacité des mineurs, c'est une incapacité abstraite, qui est simplement fondée sur le fait d'avoir moins de 18 ans, indépendamment, et qui est présumée pour tous ceux qui ont moins de 18 ans, indépendamment de l'évaluation concrète des capacités naturelles. Alors que le système est inverse pour les majeurs protégés, pour lesquels c'est une incapacité, alors, certes de droit, mais qui est fondée sur quand même l'évaluation. Bon, donc on voit bien qu'il y a déjà une différence, mais je voulais vous poser la question, au fond, qu'est-ce qui fait que, puisque justement vous en veniez à dire, oui, mais au fond, à ce moment-là, pourquoi ne pas aller plus loin dans cette idée de capacité juridique universelle si on adopte le raisonnement de la CIDPH, enfin, du comité de l'interprétation que fait le comité du droit de la CIDPH, et pourquoi pas finalement l'étendre aussi aux mineurs. Enfin, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et alors je me pose la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose de plus acceptable. Qu'est-ce qui fait justement, qu'est-ce qui fonde, qui fait qu'il y a quelque chose d'acceptable justement, alors même qu'on a du mal à trouver ce critère. Quel est le critère qui fait que justement c'est inacceptable pour les majeurs protégés, ou c'est vécu comme inacceptable, ou en tout cas comme beaucoup moins acceptable que ça le serait pour les mineurs. Alors, même s'il y a des revendications du droit de vote pour les grands adolescents aussi, la question est dans le débat public, hein, ce n'est pas quelque chose qui est complètement absent, mais qu'est-ce qui fait qu'effectivement, voilà. Et je me suis demandé, est-ce que c'est pas aussi que justement, tous les mineurs, alors on pourrait dire oui, mais il y a la distinction entre les mineurs et les autres, c'est une discrimination aussi, mais au sein de la catégorie quand même des mineurs, ils sont tous logés à la même enseigne, ce qui peut d'ailleurs être problématique et donc c'est plus acceptable, ce traitement égalitaire au sein de cette catégorie est plus acceptable, alors que les régimes de protection et l'interdiction du vote jusqu'à il y a peu, enfin la possibilité d'interdire le vote ou d'empêcher de priver du droit de vote jusqu'à il y a peu, créait une discrimination au sein d'une catégorie des majeurs. Et donc je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas implicitement aussi, est-ce que ça ne traduit pas
une espèce de représentation quand même catégorielle qui vient dire que si on fait partie de la catégorie des majeurs, c'est problématique de distinguer entre eux, mais qu'il y a une relative quand même étanchéité dans les représentations entre la catégorie des majeurs et des mineurs. Et ce qui fait que c'est plus acceptable pour les mineurs, c'est quand même qu'au fond, ils sont tous logés à la même enseigne de ce point de vue-là, et que entre guillemets, une injustice est plus supportable lorsqu'elle est partagée, hein, pour reprendre une formule de Dostoïevski. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de ça, de cet ordre-là? Je suis complètement d'accord. Si on prend le fond de la dignité, on ne voit pas trop pourquoi on n'élargirait pas aux mineurs. Enfin, pour moi, effectivement, c'est le principe de discrimination ou non-discrimination qui pourrait justifier qu'on maintienne pour les mineurs une interdiction de vote et que ça pose moins de problèmes que pour les majeurs. À partir du moment où on a dit il n'y a pas de critère scientifique, que c'est un critère que politique, ce que disait la Commission nationale consultative des droits de vote, ça devient très problématique de faire passer un permis de voter, c'est l'expression de la CNCDH, à seulement une partie de la population, alors qu'il est certain qu'il y a un certain nombre d'autres qui est faux. Donc sur ça, enfin, je suis d'accord. C'est vraiment c'est la discrimination. Le principe de non-discrimination est moins problématique parce que l'incapacité est abstraite et tout le monde est logé à la même enseigne chez les mineurs. Mais, enfin, avec cette idée de capacité juridique universelle, moi j'ai du mal, et ça serait problématique pour moi d'étendre à tous les mineurs le droit de vote, mais j'ai du mal à justifier. Je me demande, est-ce que si on poussait vraiment la logique du comité des droits des personnes handicapées, ça reste, l'exclusion des mineurs reste difficile à penser en fait. Le fait même de dire on fixe la majorité à 18 ans plutôt qu'à 16 ans, par exemple, il n'y a aucun fond. On pourrait dire aussi c'est politique, c'est pas scientifique. Donc moi, j'ai l'impression qu'en droit français, effectivement, le principe de non-discrimination ou de discrimination permet de considérer que c'est plus acceptable pour les mineurs, mais si on suit la convention, rien que l'âge de la majorité, il n'y a pas vraiment de critères pour l'établir. Et là, du coup, on reste sur la majorité civile. Pour le coup, c'est le lieu où on n'a pas délié capacité électorale de la capacité civile. Clotilde, tu avais encore un point? Non, vas-y. Non. Vas-y.